Actualité 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue dans la grande édition du soir. Les titres, c'est tout de suite. Affaire Farbingom, la chambre d'accusation financière ne suit pas le réquisitoire supplétif du procureur. Le maire des Agnam reste en prison mais n'est plus inculpé d'association de malfaiteurs en bande criminelle organisée. Réouverture de l'affaire François Mancabou. Son avocat, Patrick Kabou, mentionne plusieurs pièces manquantes qu'il juge essentielles à l'établissement de la vérité. L'avocat, qui veut éviter une théâtralisation de la procédure, récuse en revanche une soi-disant vidéo apportant des réponses sur les circonstances exactes de la mort du défunt gendarme. Et puis Diabougou, le village des paradoxes, un village dont le sous-sol contient de l'or et pourtant sur place, les conditions de vie sont extrêmement précaires. Les populations désabusées réclament plus de considération. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'affaire François Mancabou et le juge du deuxième cabinet qui rouvre le dossier. Les auditions ont démarré. Pour l'avocat de la famille, maître Patrick Kabou, eh bien, il est impératif que l'enquête soit menée avec rigueur. Maître Patrick Kabou qui démonte par ailleurs l'existence d'une vidéo de 13 minutes de nature à apporter des réponses sur les circonstances exactes de la mort du défunt gendarme. Je vous propose de l'écouter. Le voici qui s'exprime au micro d'Aminata Mbaresso. Dans cette vidéo, Maître Kabou se veut précis. Pour l'avocat de la famille de feu François Mancabou, cette réouverture du dossier judiciaire doit se faire correctement et dans les règles de l'art. Ça fait 3 ans. Chaque mois, je fais des rappels concernant le dossier de François Mancabou, Fulbert Sambou et Didier Badji. Concernant François Mancabou, il y a je ne sais pas comment le qualifier, qui est sorti et a parlé de 13 minutes. Alors, il nous donne un contexte qu'il a choisi avec des vidéos. Écoutez, si on veut parler de vidéos, il nous faut l'intégralité des vidéos. Pour Maître Kabou, le juge doit entendre tous les noms cités auparavant, mais également se saisir de toutes les pièces y afférentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi François Mancabou a été d'abord au commissariat, à l'hôpital principal? Après, qui est allé chercher auprès des médecins en imposant une autre audition à François Mancabou? Et son cas s'est aggravé au commissariat central. Il nous faut tous ces éléments-là. Si on ne peut pas avoir tous ces éléments-là, c'est qu'on est dans la théâtralisation. Les effets de mode-là, il faut les laisser de côté. L'avocat, pour sa part, dit disposer également d'éléments relatifs à l'arrestation, mais également à l'audition de feu François Mancabou. Parce que François Mancabou, il nous a parlé. Il a parlé à des gens. Et vu qu'il y a un monsieur qui vient me parler de vidéos autres, nous aussi, on a des éléments. Des gens à qui François Mancabou a eu à parler et a donné des noms. Je dis bien des noms d'enquêteurs et a décrit exactement ce qui s'est passé. Donc, si on veut être dans ça, il y a un début d'enquête ou truc. Après 3 années, on commence à nous parler de début d'enquête. Où étaient ces magistrats qui avaient ces dossiers-là? Au nom de la famille, je voudrais que cette théâtralisation de la justice, ou bien l'utilisation de François Mancabou en disant qu'il y a un début d'enquête, si on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette enquête, arrêter les responsables parce que nous, on a des noms. Ancien militaire, François Mancabou avait été arrêté en juin 2022. Il avait été cité dans une affaire de forces spéciales. Les autorités l'accusaient d'appartenir à ces forces spéciales. Alors que son audition n'avait pas été bouclée, il décède à l'hôpital principal, une mort qui avait suscité l'indignation. Le commissariat d'arrondissement de Dieuppeul a procédé ce 22 juillet 2025 vers 1h du matin à l'interpellation d'une femme pour vol multiple. Cette arrestation fait suite à un appel téléphonique d'un tiers signalant l'interpellation de la suspecte par un groupe de jeunes à Dieuppeul 3 alors qu'elle venait de commettre un vol de bijoux sur des fillettes. La mise en cause est une récidiviste connue des services de la police et déjà visée par 5 plaintes enregistrées.
Son mode opératoire consistait à faire croire aux enfants que leurs parents l'envoyaient pour récupérer leurs bijoux en or dans le but de les faire nettoyer chez un bijoutier. Profitant de leur crédulité, elle dérobait les objets de valeur avant de prendre la fuite. Elle a été placée en garde à vue, puis déférée au parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Une levée de fonds pour soutenir les travailleurs du Sud Quotidien. Cette école de référence de la presse sénégalaise à l'origine de la démocratisation de l'information est en proie, vous le savez, à des contraintes économiques de nature à menacer sa survie. Sur place, un climat difficile. Cela fait en effet 4 mois que les employés n'ont pas reçu de salaire. Mais parce qu'il est des voix qu'on ne peut laisser s'éteindre, des bonnes volontés, amis de Sud Quotidien, ont décidé de venir à sa rescousse. Le point, c'est avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Nabidjan, compte rendu. 4 mois, Sud Quotidien peine à payer ses employés, un déficit de 50 millions de francs CFA. Plombe le journal qui fait face à des difficultés financières très compliquées. Comme nous avons décidé de payer nos impôts, comme nous avons décidé de régler nos cotisations sociales, etc., depuis quelques années, tout ceci, tous ces problèmes cumulés ont fait que, rien qu'en 4 mois, etc., on a tourné autour de quelques 50 millions de déficit. Et sur ce, des lecteurs, amis de Sud, se sont regroupés en association pour une levée de fonds afin de venir en aide au journal. Et donc, ce sont les lecteurs qui ont dit: qu'est-ce qu'on fait pour venir en aide? Parce que Sud, c'est notre journal. D'accord? Il y a une appropriation par les lecteurs de leur journal et qui disent que nous n'avons pas le droit de. Voilà. Et donc, c'est en ce sens-là que ce sont les amis de Sud, les lecteurs et les amis de Sud, qui ont décidé de faire cet appel de fonds. Une initiative, d'autant plus que le journal Sud Quotidien a toujours joué un rôle primordial pour la liberté d'expression au Sénégal. Des batailles pour la démocratie, des batailles pour la liberté de l'expression, des batailles pour la pluralité. Et de ce point de vue-là, je crois que c'était très très important de sentir cette émotion profonde qui venait des lecteurs. 40 ans d'existence, Sud Quotidien connaît aujourd'hui, comme beaucoup de journaux de la place, des moments difficiles. Et sa disparition sur le paysage médiatique va être un coup dur pour la presse sénégalaise. Parler vrai avec les citoyens et en toute transparence, c'est le pari audacieux que la mairie ville de Rufisque a relevé avec le concept Jakarlo Aksunoumer, un dialogue citoyen tenu à la place Ali Gueye Diop. Face à une foule mobilisée, le maire a exposé ses réalisations, répondu aux critiques et tendu la main à ses administrés. Une démarche saluée qui redonne vie à la gouvernance locale. Je vous propose d'écouter Oumar Sissé, maire de la ville de Rufisque, au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. 2025 était très particulière. On a été obligé de prendre du recul par rapport à beaucoup d'engagements sur l'assainissement. Par exemple, ceux qui ont terminé des exercices sur la voirie, qui ont dit même, ils ont même terminé les briques. Ils ont besoin uniquement d'un accompagnement de la ville pour faire le pavage. On a vu que en tout cas, à travers cet exercice, on peut dire que le PASIC, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. On a vu aussi que sur les questions de l'éclairage, ils ont beaucoup salué tout ce qui a été fait dans l'éclairage. Mais en disant qu'il faut qu'on veille aussi à l'entretien dans certains quartiers. Ça, c'est extrêmement important. On a vu aussi que certaines routes, par exemple la route de face, les gens sont revenus là-dessus. Oui, nous savons qu'on ne peut pas la réaliser aujourd'hui, c'est 325 millions. Mais on se dit, c'est nous, c'est notre principal. Donc ils m'ont conforté dans le fait même que de choisir ça comme priorité. On a vu aussi, certains disaient, d'accord, mais vous avez appuyé certains groupements, on a besoin d'autres groupements. Regarde la situation de Darrahman. Nous, on sait que Darrahman, on a intervenu sur le Darrahman centre. Mais il reste encore l'Est et l'Ouest. La question de l'Ouest, quand on nous a parlé de l'assainissement, quand on nous a parlé de l'éclairage, oui. Moi, je suis comblé que je suis en discussion très avancée avec la SOCOSIM. Ce n'est pas autour de quelque chose, c'est autour de la ville.
Allez, parlons éducation avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a donné le coup d'envoi ce matin de la 3e édition des doctorales de l'école doctorale Études sur l'homme et la société de l'UCAD. Cet événement scientifique majeur dédié à la recherche et à l'innovation a rassemblé experts et doctorants autour d'un thème crucial, l'Afrique face aux défis contemporains, une occasion d'interroger les trajectoires du continent entre espoir et scepticisme. Nous écoutons tout de suite Alioune Badara Kandji, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au micro de Al-Hassan Ba et Maud Diop. C'est une activité d'animation scientifique, une activité de recherche et d'innovation. Vous savez que la recherche et l'innovation sont fondamentales pour les institutions d'enseignement supérieur. Parce que la recherche, c'est la 3e mission. Donc une mission de formation, une mission de service à la communauté, mais aussi une mission de recherche. Et je peux dire avec fierté que l'UCAD est l'épicentre de la recherche, aussi bien au niveau national, mais aussi au niveau de l'Afrique francophone. J'en veux pour preuve les brillants résultats que nous avons obtenus récemment au CETES du CAMES. 96,2%. C'est éloquent de mon point de vue. Et toute cette recherche est portée par des acteurs, les écoles doctorales, qui sont vraiment, qui portent toute cette recherche et qui font des choses de qualité. C'est l'occasion de féliciter tous ces acteurs, les directeurs d'écoles doctorales, notamment l'école doctorale Études sur l'homme et la société, qui, monsieur le directeur général de la recherche l'a rappelé tout à l'heure, qui se distingue par son dynamisme. Je félicite le directeur, je félicite tous les collègues. Tout récemment, ils nous ont valu grande satisfaction, notamment lors du concours de présentation de thèse, la thèse en 180 secondes. C'est un doctorant de l'école doctorale Études sur l'homme et la société qui a décroché le premier prix. Vers un partenariat prometteur entre l'Union européenne et le complexe Cheikh Ahmadou Khadim. En visite dans ce temple du savoir, l'ambassadeur de l'Union européenne a exprimé la volonté de son institution de collaborer avec l'université, une perspective accueillie avec enthousiasme par les responsables de ce temple du savoir qui y voient une véritable opportunité pour les étudiants, mais aussi les chercheurs. Le reportage est signé Pape Mbaye Diaw et Talassane. Dès son arrivée, l'ambassadeur de l'Union européenne a été accueilli par les responsables du complexe Cheikh Ahmadou Khadim. Ils lui ont présenté en détail les différentes structures pédagogiques et les projets de développement du complexe. Très attentif aux ambitions de l'établissement, Jean-Marc Pisani salue une initiative prometteuse avant d'évoquer les opportunités que pourraient offrir les programmes de recherche financés par l'Union européenne. Nous avons longuement parlé du programme Erasmus, et qui est un grand programme de recherche qui bénéficie à des chercheurs, qui bénéficie à des étudiants. Et voilà, nous avons évoqué tous ces sujets-là. Nous avons aussi évoqué la question de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est un des volets très importants du partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne, et qui est aussi un point très important pour l'université. De son côté, Pamatar Ndiaye, secrétaire général du complexe Cheikh Ahmadou Khadim, exprime tout l'intérêt de son institution pour cette ouverture internationale. Il y a particulièrement le projet Erasmus qu'il nous a exposé et qui pourra être exploité par l'université Cheikh Ahmadou Khadim avec la possibilité pour nos étudiants de développer des projets. La visite s'est poursuivie par une audience avec le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha. Et je vous l'annonçais en titre du nouveau dans le dossier Farbangom, la chambre d'accusation financière a récusé l'inculpation du maire des Agnam pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée. Elle a par ailleurs confirmé le placement sous bracelet électronique de ses deux frères. Rappelé que le réquisitoire supplétif était formulé par le procureur, mais les avocats du maire des Agnam avaient rejeté la demande. Justement, je vous propose d'écouter tout de suite l'un de ses avocats, Maître Doundoy. Depuis le 27 février 2025, on l'a emprisonné. Le juge ne l'a pas appelé une seule fois pour lui dire voilà ce qu'on vous accuse, voilà les faits, voilà tel papier,
voilà telle somme d'argent, voilà tel témoin ce qu'il a dit, vous, voilà ce que vous avez fait, répondez. C'est ce qu'on appelle interrogatoire par le juge. 6 mois de prison. Nous réclamons ça. Vous ne sortez pas. Vous ne savez pas quoi faire, mais laissez-le rentrer chez lui. Et puis vous continuez à chercher. Alors, ses frères sont poursuivis à la demande du procureur qui a demandé leur emprisonnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas non plus. Moi, je fais la distinction entre démocratie politique et démocratie civile. La démocratie politique existe au Sénégal. Ça veut dire que chaque citoyen a une carte d'électeur, chaque citoyen peut parler dans la presse, chaque citoyen peut voter et élire son chef, son président ou son maire. Ça, c'est la démocratie politique. Mais la vraie démocratie, c'est la vie civile des citoyens. Parce que ce citoyen qui doit voter pour élire un président de la République, quelle est sa liberté? Est-ce qu'on respecte sa liberté? Est-ce qu'on respecte ses biens à lui? Est-ce qu'on respecte sa famille? Ce sont les règles civiles qui nous permettent de respirer, de sortir de chez nous, de nous promener, d'acheter des voitures, d'avoir le droit de faire, jusqu'à ce qu'on se trompe. Quand on se trompe, maintenant on est jugé, on est condamné. Il ne faut pas qu'on porte atteinte aux libertés. Moi, un pays qui porte atteinte aux libertés, je ne le considère pas comme un pays démocratique. Dans l'actualité, ce soir également, le village de Beiti Bakar, un village qui, malgré sa proximité avec le lac de Guiers, est en proie de graves pénuries d'eau. Le seul forage à l'origine de son alimentation est en panne, plombant ainsi les activités de maraîchage, principale source de revenus des jeunes du village. Les détails avec Cheikh Anta Diop et Saïla Dia. Bakar, village situé à quelques mètres de la route, l'axe Daro Al-Fativawan. La rencontre religieuse organisée dans le village a été choisie par les populations pour exprimer un chapelet de doléances. Le village de Beiti est confronté à un certain nombre de difficultés, principalement celles liées à l'eau. Nous avons un forage, il y en a 2 même, mais c'est un forage qui couvre plus de 11 villages. Pour que ces 11 villages-là soient servis, nous avons besoin d'un débit de 30 mètres cubes par heure. Et actuellement, nous en sommes à 7 mètres cubes par heure. Donc, sur les 11 villages, presque 4 seulement sont servis. Ce que nous voulons, c'est d'avoir plutôt l'addition au réseau de la SDE à travers le lac de Guiers, par exemple, qui n'est pas loin d'ici, à Pambal, c'est presque moins de 4 km. Beiti est un village d'agriculteurs. La plupart des jeunes s'adonnent au maraîchage, mais leur difficulté réside dans le fait que l'eau se fait rare. Ils veulent un soutien de l'État pour contribuer à la lutte contre l'exode rural. Pour que cette jeunesse-là qui désœuvre actuellement puisse trouver quand même du travail. Donc vraiment c'est un cri de cœur et nous voudrons participer à l'atteinte de cette autosuffisance alimentaire. Et c'est possible, nous y croyons. Parce qu'en matière de légumes, Beiti quand même c'est une référence. Ces populations ont passé le message devant les nombreuses autorités qui ont eu à participer à cette cérémonie officielle du Gamou de Beiti Bakar. Destination à présent Diabougou, c'est dans le département de Bakel et on pourrait le surnommer le village des paradoxes et pour cause, Diabougou est réputé pour la richesse de son sous-sol et ses mines d'or artisanales et pourtant les conditions de vie y sont extrêmement difficiles, routes impraticables, insuffisance en eau, précarité des soins sont le quotidien des habitants qui ont décidé de faire face à la presse pour réclamer plus de considération. Mamadou Diouf. Diabougou, un village qui se situe dans le département de Bakel, est connu grâce à son sous-sol riche en or. Mais malgré cette richesse, la localité vit dans la pauvreté. Routes impraticables, manque d'eau, pas d'ambulance pour les évacuations, entre autres. Des difficultés que déplorent les populations qui réclament plus de considération. La commune est séparée en 2 parties pendant l'hivernage. L'état de la route, vous avez constaté en venant. À Diabougou, avec une masse de population environ 200 ou 2000 habitants qui ne couvrent pas une meilleure santé, qui méritent une ambulance. À Diabougou, avec encore une autre population, plus de 2000 personnes, qui n'accèdent pas à l'eau potable. L'eau potable est la principale source de vie. Diabougou n'avait pas d'eau aujourd'hui. L'hôpital aussi, nous demandons à l'État, surtout le nouveau régime, parce qu'avec une telle population, vraiment Diabougou doit améliorer.
La sécurité constitue également un enjeu crucial. Situé à 1 jet de pierre du Mali, avec des attaques djihadistes fréquentes, ces populations demandent à l'État de renforcer la sécurité dans cette zone. Bon, quant aux sécurités, nous sommes menacés à juste 500 mètres du Mali, qui est menacé par les attaques terroristes. Bon, la sécurité manque un peu, ça reste un peu. Nous interpellons à ministère des Affaires, ministère de la Sécurité, de renforcer la sécurité de la commune. En cette période d'hivernage, Diabougou est complètement coupé du reste du pays à cause des eaux de pluie qui inondent les voies d'accès du village. Une situation qui plonge ces plus de 2000 âmes qui y vivent dans un grand désarroi. Un journal que nous poursuivons avec le directeur général de la cimenterie Dangote Ousmane Bey qui a été reconduit à la tête du conseil d'administration de la Chambre des mines pour une période de 2 ans. La décision issue de l'Assemblée générale du 21 juillet a été prise en présence des sociétés membres mais aussi des partenaires institutionnels. Un nouveau mandat donc placé sous le signe du renforcement de l'influence du secteur extractif. Oyas Capital, un sous-fonds stratégique du Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique dédié aux petites et moyennes entreprises, a été officiellement lancé à l'initiative l'État du Sénégal avec le soutien de la coopération allemande, de la Banque mondiale. Oyas Capital vise à injecter des capitaux dans les petites et moyennes entreprises à fort potentiel. Avec un fonds total de 80 millions d'euros, une nouvelle ère va s'ouvrir pour les PME sénégalaises. Je vous propose d'écouter tout de suite respectivement Babacar Ning, directeur général du Fonds 6, et Jamal Abi Sourour, président de Oyas. La cérémonie de ce jour consacre le démarrage de la phase d'opération de Oyas Capital. Oyas Capital, c'est un fonds d'investissement de 50 milliards basé au Sénégal, géré par un gestionnaire international mais avec une équipe à 80% sénégalaise. C'est l'échelon manquant entre l'autofinancement et le financement par dette bancaire pour les PME. Recevoir un financement capital pour une PME, cela veut dire quoi? Ça veut dire avoir du financement pour lequel vous ne donnez pas de garantie, vous n'avez pas de taux d'intérêt, vous n'avez pas de tableau d'amortissement. Vous recevez le financement et en cas de bénéfice, les bénéfices sont partagés, en cas de perte, vous ne remboursez pas. C'est un moyen de financement extrêmement puissant qui a permis à la plupart des entreprises dans le monde de pouvoir se développer, éclore et devenir des champions. Et aujourd'hui au Sénégal, dans le contexte de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, l'ambition est de faire de nos PME des champions qui vont créer de l'emploi, mais également qui vont créer de la richesse. Et nous sommes intimement persuadés que des véhicules comme Oyas Capital vont être des leviers extrêmement importants pour atteindre cet objectif de la vision Sénégal 2050. Aujourd'hui, nous signons les premiers accords d'investissement du fonds Oyas Capital. Oyas Capital, pour rappel, a pour mission de stimuler la croissance dans les secteurs prioritaires en créant des champions nationaux pour la fourniture d'instruments, par la fourniture d'instruments de financement, le capital, le dette mezzanine, aux PME à fort potentiel au Sénégal, permettant le développement économique des entreprises et en plus grand l'intégration des chaînes de valeur. Cet événement marque une étape décisive dans notre engagement commun en faveur du développement de l'entrepreneuriat et du financement des PME du Sénégal. Ces journées de consultation gratuites à Linguère, plus de 170 patientes ont été consultées, dont une grande majorité atteints de déficience visuelle. L'opération organisée conjointement par le ministère de la Santé et l'Assemblée nationale a été une réussite, selon le docteur Bachir Niang, que nous écoutons au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. L'opération de la cataracte coûte beaucoup d'argent. Maintenant, aujourd'hui, on les a listés. Inch'Allah, on va procéder à l'opération aussi gratuite parce que la consultation ne va pas s'arrêter ici. On a vu 170 personnes avec différentes pathologies ophtalmologiques. Sur les 170 personnes, on a noté 35 personnes qui ont présenté des cataractes opérables, c'est-à-dire des cataractes qui sont arrivées à maturation. Sur les 35 personnes-là, c'est des personnes qui fréquentaient les structures sanitaires, mais qui n'avaient pas les moyens de se faire opérer. Aussi, on a offert aussi 27 paires de lunettes pour des gens qui avaient besoin des verres.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite, restez avec nous. Abdoulaye Der revient dans la deuxième partie de Soir d'Info pour parler d'actualité judiciaire. Il reçoit Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Excellente suite de programme en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve demain avec grand plaisir.